Biographie de Charles de Foucault. Les préliminaires du voyage au Maroc. Deuxièmement, histoire de Mardochée Abi Serrour. Mardochée Abi Serrour, fils de Yaïs Abi Serrour, originaire de Mohammed el-Rozlan, naquit au sud du Maroc, dans l'oasis d'Aqqa, vers 1830. Âgé de moins de 14 ans, il quitta son pays pour compléter ses études théologiques. Il étudia à Marrakech, à Mogador et à Tanger, où il s'embarqua pour la Palestine. Après être demeuré 1 an ou 2 en Terre Sainte et y être devenu rabbin sacrificateur, il gagna l'Algérie, où il passa quelques mois à Philippeville comme rabbin officiant, puis se souvenant de sa patrie, il fit voile pour le Maroc et retourna à Aqqa. Il n'avait pas 25 ans. Séduit par la perspective d'une fortune rapide, il se jeta dans une entreprise audacieuse. Le premier de sa race, il entra à Timbuktu. Son arrivée au Soudan et les débuts de son séjour fut entouré de 100 périls. Il se maintint à force de courage et de ruse. Son négoce prit bientôt une grande prospérité. Avec la fortune vinrent la sécurité, le crédit, la puissance même. En peu de temps, il fut le marchand le plus considérable de Tombouctou. Il y eut alors pour lui 10 ou 12 ans de prospérité et de bonheur. Son commerce consistait dans l'échange des produits du Maroc et du Soudan. Le désert était sillonné des caravanes qui portaient ses marchandises. Sa fortune s'élevait à 200 ou 300 000 francs. Son nom était honoré à Tombouctou et à Mogador et connu de toutes les tribus du Sahara. Chaque année, il venait passer 2 ou 3 mois au Maroc. Vers 1865, il s'y maria. Il projetait d'emmener sa femme au Soudan et d'y fonder une famille israélite lorsque sa brillante étoile se voila soudain. En revenant des environs de Mogador, où s'était célébré son mariage, il reçut à Aqqa la nouvelle que plusieurs caravanes qui lui appartenaient venaient d'être enlevées par des pillards. Quelques jours après, des musulmans arrivant de Tombouctou lui rapportent qu'en son absence, un de ses frères laissé à la tête de sa maison était mort et qu'aussitôt le chef de la ville avait confisqué le contenu de la demeure du défunt sous le prétexte de dettes prétendues. Prévoyant de graves difficultés, Mardochée laisse sa femme à Aqqa chez son père et se hâte de partir seul pour le Soudan. Tous les ennuis l'y attendaient. Le chef refusa de rendre ce qu'il avait confisqué et devint malveillant. L'envie longtemps contenue des concurrents se déchaîna à la vue de la disgrâce et du malheur et éclata en hostilité bruyante. Mardochée sentit que, pour le moment, la résidence de Tombouctou ne lui était pas possible. Il réunit les débris de sa fortune, 40 000 francs, et quitta le Soudan. Il reprenait, triste et découragé, cette route du Maroc qu'il avait si souvent parcourue plein de joie et d'espoir. Seul un juif, un esclave noir et un guide arabe très sûr, nommé El-Mukhtar, l'accompagnaient. Tous 4 étaient montés sur des chameaux de course et marchaient vite, sans bagages. Mardochée avait converti tout son avoir en poudre d'or. 2 petites outres contenaient le trésor. Il en portait une, le juif l'autre. Ce n'est pas sans danger qu'une aussi faible troupe s'engage dans le Sahara. D'ordinaire, on le franchit en nombreuses caravanes. Mais les caravanes mettent 30 jours pour exécuter le trajet, et monté comme il l'était, Mardochée espérait le faire en 21. Plusieurs fois, il avait ainsi traversé le désert, toujours avec succès. Les 18 premiers jours de route se passèrent heureusement. Les voyageurs ne rencontrèrent pas un être humain. El-Mukhtar les conduisait en dehors des directions suivies et les arrêtait à des points d'eau connus de lui presque seul. Il venait de faire halte à l'un d'eux que Mardochée voyait pour la première fois. C'était un petit marécage bordé de gazon, caché au fond d'un cirque de dunes. Les 2 juifs commençaient à se reposer
à s'y reposer le cœur plein de joie et d'action de grâce, car ils se voyaient au terme de leur péril. 3 journées les séparaient d'Aqqa, et ils faisaient leur dernière provision d'eau. Tout à coup, El Mortar, qui était allé faire le tour du marécage, arrive en courant, l'air très inquiet. Il vient d'apercevoir à l'autre bord les traces fraîches de nombreux chameaux. Plus de 80 se sont désaltérés ici il y a quelques heures. Reviendront-ils? De quel côté sont-ils allés? Il y va de la vie de le savoir. El Mortar s'élance sur son méhari et vole en reconnaissance dans la direction des traces. Mardochée le suit des yeux et le voit s'éloigner dans les dunes, paraissant ou disparaissant entre les vagues de sable. Pour lui, il prend à la hâte ses mesures en prévision d'une surprise. Des vêtements musulmans et une pacotille de parfumerie avaient été apportés par précaution. En un clin d'œil, les 2 juifs se déshabillent, se travestissent en musulmans, enfouissent la poudre d'or au pied d'un gommier. Tu t'appelles Moulay Ali, et je m'appelle Moulay Ibrahim, dit Mardochée à son compagnon. Nous sommes 2 shérifs de Tafilelt qui allons au Sahel faire le commerce des parfums. Une question se pose, s'ils sont pillés, leur esclave dira d'où ils viennent et avouera la présence de l'or. Il faudrait le tuer. Mais ce malheureux n'a pas 20 ans et il a été nourri chez Mardochée dès son enfance. Après des hésitations, la pitié l'emporte, on ne le tuera pas. Ils se remettent à scruter l'horizon mais n'aperçoivent pas El Mortar. Soudain, il apparaît sur une crête rapprochée, arrivant à toute bride, et leur faisant avec le pan de son burnous des signes désespérés. Il court aux montures. C'était trop tard. El Mortar n'avait pas avancé de 100 mètres qu'au milieu d'une violente poussière, une nombreuse troupe de méharis se profile, lancée à la poursuite du guide. Des coups de feu retentissent. El Mortar tombe. Il était mort. Une balle l'avait atteint à la tête. Un instant après, Mardochée était entouré de 60 Arabes. Sans dire un mot, ils éventrent les sacs qui contiennent les effets, n'y découvrant rien de valeur, ils saisissent les 2 Juifs et les déshabillent. Mardochée a beau crier, les appeler mécréants, dire qu'il s'appelle Moulay Ibrahim, turban, burnous, chemise, volent en un instant. Impie, enlèverez-vous le pantalon à un enfant du prophète? Il n'avait pas achevé et le pantalon avait suivi le chemin du reste. Les vêtements arrachés sont fouillés, retournés, examinés dans tous les sens. On n'y trouve rien. Furieux, les pillards se retournent vers les 2 hommes qui sont nus sur le gazon. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Demandent-ils tous à la fois. Ils ne sont pas là sans motif. Ils ont des marchandises. Ils doivent venir du Soudan. Ils ont de l'or. Où est-il? Qu'ils avouent, ou par Dieu, on les tue sur l'heure.